Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, Moussa Moïse, on a écouté Dr Kaba sur cette attaque. Moi, je fais vraiment la différence entre ces groupes de jeunes, minorités, et l'autre majorité des jeunes qui vivent sur l'axe et qui ne sont pas dans la violence. Ils sont d'ailleurs structurés. Il y a une organisation qui répond au nom des jeunes de l'axe, qui a d'ailleurs fait un communiqué sur la situation de sécurité que traverse le pays. Maintenant, cette minorité qui crée l'insécurité et dont les premières victimes, je suis d'accord, sont les habitants de la localité, des zones riveraines, eh bien, il faudrait que l'État quand même prenne ses responsabilités. On sait que dans ce pays, facilement, on fait une sorte de lien entre différentes démarches. C'est différent. Il y a les manifestations politiques. Il y a des militants des partis politiques. Quand ils sortent, on sait bien ce qui se passe. Et lorsqu'il y a des violences, lorsqu'il y a des bavures, ben nous sommes les premiers dans ce studio à nous élever contre, à dire qu'il n'est pas normal qu'en réponse aux jets de pierre, qui ne sont pas aussi... que nous ne donnons pas, en réponse donc à ces jets de pierre, une balle ne doit pas partir. Nous sommes les premiers à avoir dit que c'est pas normal que des jeunes soient tués de la sorte. D'ailleurs, une émission, une journée sans grande gueule, a été observée ici dans ce cadre-là. Moi, je fais le distinguo. Il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame. Il y a des jeunes sur l'axe qui sont honorables. Il y a certains qui sont en minorité, qui sont en train de foutre le bordel. Il faut les grandes gueules. Ces individus mal intentionnés qui sont en train de créer le chaos sur l'axe. C'est pas normal. J'en ai été victime, vous en avez été victime. Eh bien, on ne veut pas rentrer dans tous les détails, mais souvent, ça laisse planer une sorte de sentiment de révolte lorsqu'on est victime, agressé de la sorte. C'est pas normal. Il faudrait quand même que l'État prenne ses responsabilités. Moi, je ne comprends pas. On ne peut pas quand même oublier une chose. Les sociologues, vous n'allez pas me dire le contraire, diront que c'est le résultat d'un certain nombre de facteurs combinés liés à... Très discutable. Liés à des récriminations tant politiques que sociales, à une certaine exclusion liée à l'origine des jeunes, et tout cela. D'accord que ces facteurs combinés pourraient créer ce genre de frustration. Mais ce n'est pas un prétexte pour que l'État fuit sa responsabilité, pour que l'État démissionne. Même lorsqu'on veut mettre des bus en circulation dans ce pays, on commence d'abord par l'autoroute. On laisse l'axe le prince. L'État même a mis dans sa conception des choses que c'est une zone de non-droit. C'est une zone de non-droit. C'est pas normal. C'est l'État qui est le premier responsable. Très belle analyse. Qui est le premier responsable de cette insécurité-là. Écoutez, moi, au-delà des officiels, je parle des citoyens lambda qui sont passés là. Madame la juge Rugui, elle a été également, son véhicule a été également attaqué. Un journaliste doyen de la RTG a également été attaqué. Ils sont nombreux. L'ambassadeur du Ghana. On peut Ils sont nombreux. L'État doit faire attention. Cette T2, c'est la T2 qui quitte de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, jusqu'au centre émetteur, qui est quand même l'un des endroits huppés de la capitale et qui débouche directement sur l'hôtel Sheraton. Exactement. Où beaucoup d'officiels, beaucoup d'investisseurs viennent loger. Et c'est également la T2 qui débouche sur la zone spéciale de Coloma et l'ambassade des États-Unis. L'État ne peut pas dire qu'il est impossible pour lui d'assurer la sécurité de cette zone-là. C'est pas normal. Les grandes gueules. Que la sécurité règne dans toute la ville de Conakry, mais également dans les zones les plus enclavées, parce que ça se passe aussi souvent dans les quartiers. Mais on ne peut pas de la sorte assister à cela de façon impuissante et dire que voilà, c'est fait. Permets, Antoine, comment je viens tout à l'heure à vous. C'est cette réaction de Corboya Baldé qui insiste plutôt depuis Lambagny. L'axe est devenu une république à part où des jeunes ont établi. Il y va très fort. Je ne peux pas lire la suite de cet SMS, Corboya. Il faut y aller de façon plus responsable. Allez-y, Jacques Léo Aleno, sur ce sujet. Je voudrais intervenir sur deux aspects. Le premier aspect, c'est le chaos dont on parle. Moi, je pense que, quoi qu'on dise, c'est comme un incendie. Il y a toujours eu un brin d'allumette quelque part. Il y a toujours eu l'origine quelque part. Je pense que l'État, en quelque sorte, ne doit pas accepter qu'il y ait des
comment on appelle ça, des sources de violence. Parce qu'il y a toujours source de violence. J'ai fait quand même une observation, et je crois que tout le monde a pu le faire. Vous pouvez circuler en temps normal sur l'axe Bambeto-Koza sans problème. Vous pouvez circuler en temps normal, à n'importe quelle heure. L'endroit d'ailleurs est sécurisé en temps normal. Mais quand il y a mouvement, quand il y a même journée ville morte, il y a des problèmes à ce niveau. Je pense qu'il faut d'abord combattre ces problèmes qui nous amènent à ces manifestations, à ces journées ville morte. Mais il y a un souci, je vous dis, non, il y a un souci. Je vais y arriver. Non, il y a un souci dans cette analyse. Il y a un souci dans cette analyse. Parce que s'il faut qu'il y ait la conséquence naturelle, soit des violences chaque fois qu'il y a des manifestations, là, on n'est plus en République. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez dit quelque chose avec laquelle je suis d'accord. Ce ne sont pas des militants de l'UFDG, pour être clair, qui sont à l'origine. Donc, des jeunes qui sont à l'origine de ces violences profitent de ces manifestations pour instaurer le chaos à Bambeto, à Koza et à Mdala. Il ne faut pas l'oublier. Mais ils ne sortent pas comme ça à des jours ordinaires, à des périodes ordinaires, à des périodes d'accalmie. Par le même moment, mais dès qu'il y a... Jacques, le même moment. Et c'est là l'invite qu'il faut faire à partir de ce studio. Chaque fois qu'un de ces jeunes, chaque fois que ces jeunes sont arrêtés, ces partis politiques les réclament, ils les revendiquent. Et ça, c'est aussi une vérité. À ce niveau, je crois il faut traiter le problème, il faut faire fonctionner la justice. Absolument. Il faut faire fonctionner la justice. Parce que nous avons vu, ce qui m'amène à le dire, on a assisté à des manifestations ici. Elles ne sont pas nombreuses, des manifestations véritablement pacifiques. Mais à chaque fois que les militants sont partis, au retour, il y a eu toujours quelqu'un qui a provoqué quelque part pour qu'il y ait une scène de violence toute la nuit. Exactement. Parce que les mêmes personnes qui veulent profiter de ces mouvements de colère sont toujours là et elles ne veulent pas que ça se passe comme ça. Parce qu'elles doivent on gagne dans le chaos. Maintenant, par rapport à l'analyse qui est faite souvent sur l'image que présente l'axe, on vous dira, c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure sociale à ces niveaux. C'est discutable, très discutable. Je crois qu'on ne peut même pas aller loin pour dire que ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas l'axe, c'est une commune. L'axe est dans une commune, tout comme Fidel Castro est dans une commune. Et quand on prend la commune de Ratoma en tant que telle, à mon avis, il y a beaucoup plus d'infrastructures publiques là-bas que dans la commune de Matoto. La deuxième plus grande université du pays, si je ne me trompe, c'est là-bas. C'est là-bas. Le stade de Nongo est où? Le centre communal médical de Ratoma, c'est le plus performant des centres médicaux de la capitale. Je pense que c'est une mauvaise analyse. Même les institutions, c'est plutôt les institutions et autres. Les ambassades les plus huppées du pays. Je pense que le vrai problème, c'est un conflit politicien qui a été entretenu très longtemps et qui oppose aujourd'hui les jeunes de l'axe au pouvoir public. Je crois que les véhicules administratifs feront l'objet d'attaques si on ne parvient pas à freiner, n'est-ce pas, ce qui est en train d'arriver. Les grandes gueules. Totalement d'accord avec vous. On va avec vous, Antoine, qui trépigne d'impatience. C'est important de contextualiser. C'était un jour d'enterrement de victimes tombées lors de manifestations. Donc, comprenez par là que les jeunes qui sont allés l'enterrer étaient forcément surchauffés, frustrés. Parce qu'on apprend que lors de l'enterrement, au retour généralement, il y a des jeunes qui parfois sont difficiles à contenir. Et certains parmi eux ont tendance à vouloir se venger. Et lorsqu'on vous dit que... Ce qui est tout à fait normal. Lorsque 98 jeunes tombent par balle et qu'il n'y ait personne pour rendre justice, forcément ça crée de la frustration. Et lorsque vous voyez passer un véhicule administratif, automatiquement vous vous dites... Mais Dr Kabas, c'était pas administratif. Non, je parle de Madi Youla. Oui, mais là on parle... Youla était dans un véhicule administratif. C'est une exception que je soulève, Antoine. Le cas de Youla, il est ancien Premier ministre. Oui, je sais. Personne ne savait qu'il était à l'intérieur, puisque sa vitre était teintée. Et lorsqu'on voit un véhicule avec une plaque verte, écrit VA, on se dit que c'est l'État qui passe. Et de Dr Kaba, vous l'expliquez comment? Attendez que je finisse. Mais il a coïncidé à un enterrement. J'ai posé la question à Dr Kaba. Mais pour le cas de l'enterrement, c'est tout particulier. Parce que les jeunes revenaient d'un enterrement. Et donc, il y a eu cette attaque qui a eu lieu. Parce que quand on voit le caillou, encore la brique qui a été utilisée contre le véhicule de Youla, mais on aurait pensé au pire parce qu'il a échappé belle à la mort. Mais ce que je voudrais, et c'est qui la preuve, je veux lire cette réaction, Antoine Kourouma. Et écoute, en bas, ce n'est pas des attaques ciblées, sinon, moi j'ai été victime le même jour, presque au même lieu, vendredi soir. J'ai été sauvé de justesse par un des gardes de Cellou Dalen Diallo qui était de passage à moto, qui s'est arrêté
pour me sauver, c'est un des cadres de l'État qui réagit à cette émission. À mon avis, il va terminer. J'ai pas dit que c'était cible. J'ai dit qu'il y a un véhicule vert qui passait. Je veux dire que ce n'est pas nécessairement lié à ça, Antoine. Mais ce à quoi je m'attendais venant de l'UFDG, parce qu'on estime qu'il y a eu un enterrement qui a eu lieu, c'était de faire un communiqué pour dire que ceux-là qui ont agi ne sont pas nos militants. Le président Selou a condamné fermement l'attaque contre le véhicule Mamadi Youla. Le président Selou a condamné. Je parle du parti. Je parle du parti. Il est la voix du parti. C'est bien s'il a fait, j'encourage son acte. Mais c'est important de le faire pour tout le monde. Lorsque, pour l'UFDG, on s'indigne, c'est important que pour d'autres cas, que l'on s'indigne également. Parce que sur l'axe, ce n'est pas les seuls cas. Alpha Condé, lorsqu'il y passe, on voit qu'il y a un dispositif de sécurité impressionnant. Tu ne peux pas tenter. Mais justement, les bérets rouges viennent 1 heure avant. Ils se mettent en place parce qu'Alpha Condé va à l'hôtel Sheraton. Et quand il passe, mais c'est très important le dispositif. Et généralement, on apprend par après qu'il y a eu des tirs à balles réelles. D'accord. On va avec Roby. Le cas des violences que je vais appeler violences gratuites contre les véhicules et les biens des citoyens guinéens sur l'axe, moi je ne souhaite pas qu'on le circoncie. C'est-à-dire je ne le souhaite pas qu'on particularise cela, qu'on dise Mamadou Youla a été attaqué, Ousmane Kaba a été attaqué, Selou Dane a été attaqué, tel juge a été attaqué, et qu'on extrapole là-dessus. Je voudrais qu'on prenne le problème de manière générale. D'accord. Parce que sur l'axe aujourd'hui, même la nuit, il y a de la violence la nuit. Moi, même c'est la à 0 heure, 1 heure. Attendez-moi, on ne manifeste pas la nuit. Il n'y a pas de manifestation la nuit, mais tentez de passer. Il y a beaucoup de mes amis qui ont été attaqués la nuit entre Wanidara, Amdalaï, et parfois se sont vus même dépouillés de leurs biens. D'autres, si tu n'as pas la chance, tu te fais retirer ton véhicule. Sur terrible. Alors, vous parlez de manifestations, je pense que c'est tout simplement du banditisme à grande échelle qui s'est installé sur cet axe-là. Et ça, c'est la conséquence, évidemment, du laisser-aller non seulement de l'État, mais aussi de l'habitude des manifestations qui ont souvent produit des violences contre des citoyens, et donc des violences n'ont pas été punies. D'accord. Moi, je veux dire qu'aujourd'hui, certes, ce sont les personnalités publiques qui ont subi ces attaques-là, tout le monde en sait quelque chose, mais il y a des citoyens lambda, en longueur de journée, pendant la nuit, tout le temps, 7 jours sur 7, qui se font attaquer sur cette route. C'est vrai. Je pense que c'est important de prendre la question de la sécurité sur cet axe-là. Remarquez les matins, tout l'embouteillage les matins se déploie sur l'autoroute. Parce qu'on évite et sur la route, la transversale Lambani, Taouia, Lambani minière. Pourquoi? Il y a une psychose qui s'est installée dans la tête des gens. Ce n'est pas parce que les gens ont peur de passer sur l'axe Amdalaï-Bambeto du fait que les jeunes sont installés, mais c'est parce que les gens ont peur de perdre leurs moyens de transport, parce que si vous le perdez... Ou même la vie. Si vous perdez votre véhicule, il n'y a pas l'assurance, il n'y a rien. Vous perdez. Il n'y a rien qui se passe après. Donc c'est par peur plutôt de perdre ce sont biens que les gens n'empruntent pas cette route, parce que les projectiles viennent de part et d'autre, vous ne savez pas qui est l'auteur finalement. Je pense qu'il est important que la sécurité y soit installée pour une période pérenne. Et tous ces jeunes qui seront pris en flagrant délit de destruction de biens d'autrui sur cet axe-là soient complètement punis par la loi, et qu'aucun politicien ne se lève pour dire que les jeunes sont arrêtés injustement sur l'axe, etc. Pendant la période de manifestation, on sait bien faire la différence entre manifestants, mais il y a du gangstérisme gratuit qui s'est installé sur cette route-là. Du gangstérisme de Roby qui lâche le mot ce matin, on le comprend bien. Beaucoup de réactions ce matin. Alpha Mousseïa Makadiabi, le ministre Maurice Sangaré est un propre, calme et discret. Les cadres qui se cachent derrière les jeunes pour ternir son image, il le dit sur les réseaux sociaux, seront démasqués. Et tous, nous allons en tirer les conséquences ensemble avec ces jeunes manipulés et formés pour attaquer l'image du ministre. Nous demandons au ministre Sangaré de garder sa sérénité. Tout sera démasqué et dans un bref délai. C'est la promesse que vous fait Alpha Mousseïa Makadiabi. D'ailleurs, on va demander à appeler le ministre Sangaré, Moussa Moïse, pour terminer sur ce sujet. Étant donné que comme parti officiellement ne demande à ses militants d'aller dépouiller d'autres militants, de s'en prendre à eux, de les bastonner et de les brigander, eh bien, il faudrait donc faire la différence entre ceux qui s'adonnent à ce genre d'actes répréhensibles et les militants des partis politiques qui suivent le mot d'ordre de ces partis-là. Donc, moi, je veux qu'on fasse la différence. Sinon, on ne va pas s'en sortir. L'État
va dire les moyens les agents des forces de défense surtout qui interviennent dans le cadre de maintien d'ordre diront écoutez, c'est encore une histoire politique, on va prendre tel, on viendra encore négocier pour sa libération. C'est pas la même chose. Ensuite, il faut pas oublier toutes les pertes économiques qui sont quand même enregistrées avec ces gens avec cette instabilité dans la zone. Souvent, ce sont même des personnes, des jeunes qui se sont organisés, qui sont originaires de l'Axe, qui investissent dans les stations services, mais qui voient les stations complètement détruites. Et la station de Bambeto en est l'exemple. Bambeto est un exemple, mais aussi du côté de Ouanidara, je crois, de la T5. Mais c'est incroyable. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Moussa Moïse le dit tout bien. Nous avons donc le ministre Maury Sangaré en ligne. Bonjour, monsieur le ministre. Les grandes gueules. Bonjour. Voilà, bienvenue dans les grandes gueules. Merci d'accepter notre invitation ce matin. On commence avec vous, Roby. Monsieur le ministre, votre département est accusé d'avoir détourné le chemin de plus de 12 milliards et quelques de francs guinéens qui auraient servi au renouvellement de salles, construction de salles de classe. Quelle est votre part de vérité dans ce dossier? Mais je vous ai donné des explications sur l'espace. Monsieur le ministre, vous êtes en direct à la radio, vous êtes en direct. Dans les grandes gueules, il y a des millions de Guinéens qui vous écoutent. Oui, mais je vous ai donné des explications à ce sujet samedi. Et vous avez diffusé. Réexpliquez-nous alors, monsieur le ministre. J'ai trouvé ce contrat-là ici. Et quand je l'ai lu, je l'ai gardé à mon niveau en disant que je ne laisse pas passer. Mais puisque l'entrepreneur avait commencé à travailler sur le site, parce que ce n'est pas seulement 12 salles de classe, il y a la clôture, les aires de jeu et d'autres accessoires qui sont là-dedans. Mais moi, j'ai dit que je ne laisse pas passer. Vous ne laissez pas passer. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que le montant était grand. Alors, quand j'ai dit que je ne laisse pas passer, l'entrepreneur est venu me dire que lui, il a financé et il a commencé le travail avant que moi je ne sois ministre. J'ai dit que c'est une bonne chose, mais moi, je ne suis pas d'accord que ça se passe comme ça. Déjà, sur le site, il y a une école de 12 salles de classe. Je ne vois pas pourquoi on peut prévoir encore à ce niveau 12 autres salles de classe. Donc, j'ai fait venir madame la directrice des marchés publics. Je lui ai dit que si ce contrat-là doit continuer, il faut délocaliser la construction de 12 salles de classe dans une zone de Conakry qui n'a pas d'école publique. En ce moment, j'accepte. Sinon, ça ne passera pas. Donc, elle est repartie avec les contrats. Et pour que ça soit payé, il faut que ça repasse encore par mois. Et le contrat n'est pas revenu ici. Donc, ce n'est pas payé. Voilà. D'accord. Allez-y, Moussa. Monsieur le ministre, on va bien se comprendre. Que vous ayez dit que ce montant ne va pas passer parce que vous l'avez trouvé, vous l'avez jugé excessif, ne met pas quand même fin au scandale. Le scandale existe dès lors qu'il y avait un début de paiement, puisque vous dites vous-même ce matin que l'entrepreneur avait commencé à exécuter les travaux. Dans quel pays au monde, monsieur le ministre, une salle de classe peut coûter 1 milliard de francs guinéens? Parce qu'il s'agit de 12 salles de classe pour 12 milliards de francs guinéens. Écoutez, il faut quand même être raisonnable. Vous croyez que moi je ne connais pas les normes? Oui, mais Moussa vous pose une question bien simple. Allez-y, Monsieur le ministre, si vous connaissiez les normes, vous n'auriez pas reporté le problème. Vous n'auriez pas reporté le scandale, monsieur le ministre. Attendez, Moussa, on va l'écouter. Voilà, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je vous explique juste une partie. Allez-y. Non, si vous ne m'écoutez pas, je vais arrêter. Est-ce que c'est vous qui m'avez dit de ne pas laisser passer? Est-ce que vous êtes au courant? Oui, mais maintenant on est au courant. Allez-y donc. Monsieur le ministre. Allez-y. Je vous dis que j'ai dit que ça ne passe pas. Et c'est pas passé. Maintenant, si vous trouvez autre scandale là-dedans, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ça ne passera pas de cette façon. Ça ne passera pas de cette façon. Moussa Moïse. Monsieur le ministre, je peux poser ma question? Allez-y, Moussa. Monsieur le ministre, 12 milliards pour 12 salles de classe.
Vous dites Qui que vous c'est a dit excessif, que ça ne c'est ça? passera pas. Il faut plutôt Et qui vous a amener dit ce que c'est montant vers une autre zone qui n'a pas de salle de classe où on va construire 12 salles de classe avec 12 milliards. Monsieur le ministre, pas compris. le scandale Vous n'avez existe pas toujours. S'il s'agit de 12 milliards pour 12 salles de classe, ailleurs, je veux citer le cas de Ali Mousso, dans une zone reculée à Moine-Guinée, avec moins près de moins de 5 000 euros, 3 000 euros, 3 500 5 000, euros, je je crois. pense, il a pu construire des salles de classe à ce niveau-là. Mais comment vous pouvez dire, trouvons un autre site avec ce montant de 12 milliards pour 12 salles de classe, monsieur le ministre? C'est encore ça la surfacturation. Allez-y, monsieur le ministre. Écoutez-moi, il ne faut pas spéculer. Ce contrat-là, ce n'est pas seulement 12 salles de classe qui étaient mentionnées dedans. Il y avait la clôture, il y avait des aires de jeu, je crois, un terrain de basket et autres accessoires. Et je vous dis qu'avant que je ne prenne fonction, l'entrepreneur qui avait reçu le contrat avait préfinancé et est en train de travailler là-bas. C'est moi qui l'ai fait stopper. Vous comprenez? Et quand il a compris que je ne veux pas continuer avec le contrat, il est venu me voir. Je lui ai dit que moi, je ne suis pas d'accord. Si ça doit se faire puisqu'il a commencé, il faut que ça soit dissocié. Parce que déjà, sur le site concerné, il y avait 12 autres salles de classe construites par le Fonds cohésien. J'ai dit que je laisserai passer qu'à une condition, que mes services trouvent un lieu où il n'y a pas d'école publique et nous avons un domaine, on construit là-bas les 12 salles de classe. Donc ce n'est pas seulement 12 salles de classe. Les 12 salles de classe autres auxquelles vous faites allusion seront construites à quel prix? Bon, ça, vous pouvez demander aux services techniques puisque ça a été fait avant que moi... Attends, monsieur le ministre, nous parlons de scandale, mais grave. Ce matin, on ne vous comprend pas. Rien qu'à planter le décor, il y a un souci. Dites-nous la vérité quand même, même s'il y a une question même s'il y avait une piscine. Non, on a envie de comprendre, monsieur le ministre. Même s'il y avait une piscine, on vous écoute, écoutez-nous. Vous êtes un enseignant, vous apprenez l'écoute. Alors, on le dit très très clairement, même s'il y avait une piscine à construire pour cette école, on ne comprend pas que pour 12 salles de classe et ces outillages connexes, on soit à 12 milliards quand même, monsieur le ministre. Mais ce n'est pas vous qui m'avez dit d'arrêter ça, ou bien? Monsieur le ministre, selon l'information que nous avons reçue, dites-nous si c'est vrai ou faux, vous avez été écouté à la présidence de la République et le président de la République lui-même vous aurait instruit d'arrêter ce contrat. Ah, bon, ça, c'est vous qui m'informez. Alors, monsieur Sangaré, monsieur... Moi j'ai envie... Mais je vais vous dire de continuer à parler avec moi si vous me croyez. Si vous ne me croyez pas... On vous a appelé pour avoir des réponses. Voilà, c'est aux auditeurs peut-être. Allez-y. C'est aux auditeurs de croire. Ce que j'ai envie de comprendre, monsieur Sangaré, vous avez dit 12 milliards, vous n'étiez pas d'accord. Mais vous n'étiez pas d'accord aussi par rapport au choix du site. Lorsque vous avez décidé de délocaliser la construction de ces 12 salles de classe d'un site qui comportait déjà 12 salles de classe, est-ce que vous avez rediscuté le prix de la construction de ces 12 salles de classe? Mais vous savez, est-ce que vous savez où on discute ces prix-là? Allez-y, montrez-nous. Allez-y, dites-nous. Monsieur le ministre, permettez-moi de relever beaucoup d'incohérences dans vos explications ce matin. Qui le coupe. Beaucoup d'incohérences dans vos explications. D'abord, vous commencez par nous dire que l'entreprise avait commencé à travailler. Ça veut dire que un contrat de 12 milliards avait effectivement été signé. Vous nous dites que vous avez discuté avec des techniciens et vous leur avez demandé de délocaliser la construction sur un terrain sur lequel il n'existerait pas d'école publique. Donc, ça veut dire que vous avez certainement discuté sur les modalités des prix et de décaissement.
Monsieur le ministre, non. est-ce... Cela ne relève pas de ma responsabilité. Alors, Moi, je comprends le ministre. D'accord. Je comprends là. Il faut écoutez, vous n'êtes pas informé. D'accord. Non, sincèrement. Informez-nous. Allez-y, Antoine. Informez-nous. Allez-y, Antoine. Je comprends le Allez-y, ministre. Antoine. Nous ne sommes pas du tout. Je comprends le ministre. Le ministre a trouvé ce dossier sur son bureau et je crois que c'est son prédécesseur Kao Carré qui est à l'origine de cela. C'est ce qu'il veut dire. Kao Carré a fait signer un contrat de 12 milliards pour 12 salles de classe et Monsieur le ministre Sangaré a voulu mettre fin à cela. C'est ça le sujet. On passe au deuxième problème qui est le sujet des 7 milliards de francs guinéens. Parce qu'il y a deux problèmes. Le cas de 12 milliards et le cas de 7 milliards. 7 milliards octroyés par la BID pour la formation continue des enseignants qui avait lieu pendant les vacances. Et au bout d'un temps, Maurice Sangaré a décidé de mettre fin à cette formation. Mais si, vous avez mis fin à cette formation-là et 80 millions de francs guinéens auraient été déposés au trésor public. Restitués au trésor public, mais il n'y a pas eu de reçu après restitution. Il semble que vous n'auriez pas aimé. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Écoutez-moi. Si vous m'écoutez, vous allez comprendre. Mais si vous vous acharnez, vous n'allez rien comprendre. Je recommence pour les 12 milliards. Je dis que j'ai trouvé ce contrat-là ici. Quand je l'ai lu, j'ai dit que je ne le laisse pas passer. Moi, je ne savais pas que ça avait commencé. Alors, quand j'ai envoyé vérifier sur le site, j'ai compris qu'il y a un entrepreneur qui a déjà bénéficié du marché et qui a préfinancé. Il est venu me voir pour dire que lui, il a commencé le travail et moi, je le stoppe. J'ai dit que je ne suis pas d'accord, même si le montant équivaut à ça, mais moi, je ne suis pas d'accord parce que il y a déjà 12 autres salles de classe que le Fonds cohésien a construit là-bas. Alors, si ça doit avoir lieu, il faut qu'on dissocie les accessoires et qu'ils ont cité la clôture, les aires de jeu et autres à l'intérieur de la cour là-bas, qu'ils dissocient ça de la construction de 12 autres salles de classe et qu'ils revoient le montant. Vous comprenez, ce n'est même pas 12 milliards, c'est 11 milliards et quelques. Ainsi, j'ai appelé la directrice des marchés publics, parce que je crois que c'est à ce niveau que les prix sont fixés et tout. J'ai remis les contrats en disant que je ne suis pas d'accord pour que ça passe ici. Il faut que ça soit fait, comme j'ai dit là, ou que ce soit revu, ou tout simplement annulé. Donc, elle est partie. Je n'ai plus revu parce que ça ne peut pas être payé si ça ne revient pas ici encore sur mon bureau. D'accord. Donc, ce n'est jamais revenu. Donc, ça n'a pas été payé et personne ne m'a dit d'arrêter ça. Je l'ai arrêté parce que moi, je connais aussi les normes pour les salles de classe. Donc, l'argent n'a pas été déboursé pour ça? Non, pas du tout. D'accord. Sur la question des 7 milliards. Effectué par l'entreprise. Qui le rembourse? Bon, moi, quel 7 milliards? Non, le préfinancement effectué par l'entreprise. Qui rembourse le préfinancement? Non, moi, je ne connais pas. Écoutez, je ne sais pas ce que l'entrepreneur a préfinancé. Je ne me suis pas intéressé à ça. J'ai dit seulement que je ne suis pas d'accord que ça soit de cette façon. C'est tout. D'accord, Moussa Moïse. Monsieur le ministre, alors est-ce que la BID avait décaissé des montants pour la formation des enseignants pendant les vacances? Écoutez-moi bien. J'ai répondu à cette... C'est pourquoi j'ai dit que je vous ai répondu, mais vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on reparle. Monsieur le ministre, ce n'est pas nous qui avons demandé cette communication. Non, vous êtes sur les grandes gueules, monsieur le ministre, c'est différent. Mais il faut que ce soit clair aussi. À la télé. Ce n'est pas nous qui avons demandé cette émission, c'est vous qui avez demandé à éclairer la lanterne des Guinéens. Donc on vous pose des questions, soyez gentils, répondez-nous. Écoutez-moi, j'ai dit au service national de la formation continue d'arrêter toute formation continue d'ici que les cours ne reprennent à la normale. Parce qu'il s'agit de former, de renforcer les capacités des enseignants qui sont en grève. Si on programme maintenant là une telle activité, moi je pense que ça ne peut pas avoir un bon rendement. Donc j'ai demandé au directeur, vous pouvez l'appeler, il va vous le confirmer, d'arrêter tout. D'accord. Ils ont arrêté. Maintenant, il y a eu de l'argent décaissé, des gens ont mangé. Moi, j'attends.
lorsque les cours vont reprendre normalement, il y a 2 services de contrôle ici. Il y a l'inspection générale qui est chargée de la qualité dans mon département. Il y a la cellule nationale d'évaluation. Tous ces services-là savent que de telles activités sont amenées et sont chargées de contrôler. D'accord, allez-y, Moussa Moïse. On verra. On Donc, verra bien. allez-y. Donc pour l'heure, monsieur le ministre, Voilà. le montant ne souffre d'aucun détournement. Il est bien en sécurité. Pourquoi être détourné? Si c'est détourné, on verra, parce que quand moi je vais dire que j'ai autorisé les formations, je vais suivre. D'accord. Alors la question que nous posions, c'est justement de savoir, parce que vous dites, si le montant est sorti et qu'il est détourné, est-ce que ça veut dire, monsieur le ministre, est-ce que ça veut dire que vous ne contrôlez pas les sorties d'argent à votre département? Écoutez, moi je suis le ministre. J'engage mon département pour des situations de ce genre. Et j'ai des services de suivi. Vous comprenez? Qui m'informent de l'exécution de tout ce qui se passe. Et puisque j'ai dit qu'il n'y aura pas de renforcement de capacité pendant la période de grève, j'attends que la période de grève la finisse, et bientôt, je l'espère, et nous allons déclencher comment on appelle ça, les activités de formation continue. D'accord. En clair, aucun souci sur ce montant. Moussa Moïse, la dernière question. Monsieur le ministre, beaucoup de suspensions, beaucoup de mutations, mais je vais prendre l'exemple de vos cadres du côté du département. Qu'est-ce qui est arrivé au doyen Fofana, le payeur, Kaletigui, le bietteur, Djibril Keïta, le directeur des ressources humaines, suspendu pour faute lourde, apprend-on. Et du côté de l'AB aussi, la directrice préfectorale, Aïssatou Diallo, si je ne m'abuse, a été également suspendu, d'ailleurs remplacé par un intérimaire très très proche de vous. Il vous aurait donné d'ailleurs le nom de son enfant. Son enfant porterait d'ailleurs votre nom. Alors, ces suspensions-là, vous vous basez sur quoi exactement pour les faire, monsieur le ministre? Je vais parler d'abord de ce qui concerne les gens que vous avez cités en premier. Moi, quand j'ai pris fonction, j'ai demandé à la cellule d'audit du ministère de l'Éducation nationale d'auditer la paye des mois de juillet et août. Ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé un montant qui était aux alentours de 100 millions. Je ne connais pas exactement, je ne retiens pas exactement, mais c'était à côté de 100 millions. J'ai demandé au directeur des ressources humaines de consigner cet argent et de prendre la liste des personnes concernées qui ne sont pas venues chercher leur salaire. Et j'ai instruit de recommencer la même opération à la paye du mois de septembre. À la paye du mois de septembre, la même opération a été recommencée. Ils m'ont dit qu'ils n'ont plus rien trouvé. Je me suis interrogé, j'ai dit, mais comment vous pouvez expliquer ça? Alors, ils m'ont dit que, en tout cas, eux, ils n'ont rien trouvé cette fois-ci. J'ai demandé au DRH de m'informer par écrit comment cela est arrivé et de m'informer par écrit avant les mois de juillet et août, la somme qu'on a trouvée là, est-ce qu'elle venait? Et j'ai dit de verser l'argent qu'ils avaient par devers eux au niveau de la DAF. Ils m'ont dit que le comptable m'a dit que cet argent-là, Djibril Keïta aurait fait un reçu de 75 millions à mon nom et qu'ils lui ont payé cet argent. J'ai dit, mais comment vous pouvez payer 75 millions à quelqu'un qui est venu vous voir pour dire que le ministre dit? D'accord. C'est pas 75 000 francs. Ça. D'accord. On comprend donc. On vous impute donc la responsabilité de ces faits. Monsieur le ministre, malheureusement, on est pris par le temps. Est-ce que vous êtes référé à la DAF, au chef de cabinet ou à autre personne avant de l'exécuter? Ils m'ont dit non. J'ai dit que je leur donne 72 heures pour remettre l'argent en place, sinon ils seront sanctionnés. D'accord. Et donc, vous avez pris la mesure
pour faute lourde. On aura donc compris. On aurait aimé aborder d'autres sujets avec vous au compte de cette interview. Malheureusement, on espère bien sûr vous avoir sous d'autres créneaux. Naturellement, et vous, auditeurs et auditrices, vos messages étaient nombreux. Difficile de les lire tous. Nous nous en excusons. Et vous disons en tout cas merci de nous avoir tenu compagnie pour le compte de cette représentation des Grandes Gueules. Demain, c'est Aboubacar Diallo que vous retrouvez ici à cette place. Ce sera donc 9h pour votre rendez-vous habituel. À très bientôt.